Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 12 mai 2020 et les indices américains qui ont réussi à recouvrir, à rattraper la plupart des baisses antérieures, la plupart des baisses enregistrées précédemment avec un S&P 500 qui termine en hausse. Petite hausse tout de même de 0,02%. Le Nasdaq, quant à lui, a gagné près de 0,78%. Seul le Dow Jones a terminé en repli à une chute de 0,45%. Et dans la région Asie-Pacifique, les indices se sont échangés à la baisse, à l'image de l'indice S&P ASX 200, suivi de près par les indices chinois. Et l'indice de Corée du Sud, le Nikkei japonais, quant à lui, se négocie à la hausse. Et les contrats à terme sur le DAX ont laissé donc entrevoir une ouverture des marchés en légère stabilité. Un point sur le coronavirus à présent. Le nombre de cas confirmés a dépassé les 4,25 millions. Le nombre de décès, quant à lui, est passé à plus de 287 000. Le nombre de personnes rétablies a dépassé les 1,5 million. Et fait marquant à noter, la Chine devrait tester des millions de citoyens de Wuhan après l'apparition de nouveaux foyers d'infection dans la ville. Et également à noter que un rebond de nombre de nouveaux cas infectés au coronavirus en Allemagne, en Chine, en Corée du Sud, mais également en Russie, vient raviver les craintes sur les marchés. Donc cette seconde vague peut-être, ou un éventuel rebond, est en train de raviver les craintes actuellement. Ce n'est pas tout, hein. Nous avons parlé également de la phase 1 du deal entre la Chine et les États-Unis. C'est également un catalyseur baissier. On repasse en France très rapidement avec Bruno Le Maire qui serait prêt à aider les acteurs de la filière automobile française, et ce, uniquement en échange de relocalisation. Alors il faut savoir que plusieurs modèles se fabriquent à l'étranger. Par exemple, Dacia se fabrique au Maroc. Il faut retenir le principe que les automobiles à faible coût sont fabriquées dans des pays où la main-d'œuvre est basse. Les automobiles premium, si je puis dire, sont fabriqués en France. Donc Bruno Le Maire est en train d'inciter indirectement les acteurs de la filière à relocaliser en France, étant donné que la stratégie lors des dernières années était de délocaliser dans des endroits où la main-d'œuvre est moins coûteuse, notamment pour les modèles les moins chers, car cela semble logique. Un modèle qui à la vente sera à bas prix doit être assemblé, doit être construit à bas coût. Donc Bruno Le Maire qui incite la relocalisation des acteurs de la filière automobile. On passe aux États-Unis à présent avec Trump qui a déclaré qu'il n'était pas favorable à la renégociation d'un accord commercial avec la Chine. Donc c'est une escalade des tensions commerciales, un retour des tensions commerciales lorsque justement sur le Nasdaq nous sommes sur les niveaux que côtoyait l'indice américain lors de la signature de la phase 1 de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Et la Chine qui a suspendu encore une mesure de rétorsion. La Chine qui a suspendu les importations de viande bovine en provenance de 4 abattoirs australiens. C'est une décision qui est considérée clairement comme une mesure de représailles face aux récentes critiques des politiciens australiens à l'égard de la Chine. Alors, il faut noter que ces 4 abattoirs représentent près de 35% des exportations de bœuf australien vers la Chine. Et les responsables de la Réserve fédérale américaine qui continuent de rejeter la possibilité que les taux américains descendent en dessous de 0. C'est un message qui a été réitéré hier par Bostic et Evans. Et aujourd'hui, on prendra connaissance de pas mal de discours de banquiers centraux qui devraient suivre la même lignée. Et à noter que le pétrole conserve sa progression de la veille suite notamment à un rapport annonçant que l'Arabie Saoudite devrait réduire sa production de manière plus importante, une réduction qui tablerait la production de l'Arabie Saoudite à hauteur de 7,5 millions de barils, et le Royaume d'Arabie Saoudite qui a même demandé à Saudi Aramco, société étatique pétrolière, de réduire en mai si cela était possible, bien entendu. Donc c'est une annonce qui a été suivie par d'autres pays producteurs, et on devrait s'attendre, on devrait connaître une vague d'annonces similaires en provenance d'autres pays producteurs de pétrole.
Nous allons à présent nous intéresser au calendrier économique du jour, hein, contrairement à hier, un calendrier économique qui est légèrement plus fourni, même beaucoup plus fourni que la veille. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de l'IPC en Chine. Et l'IPC, ce sera le thème, hein, de la séance, avec un IPC chinois qui a ralenti de 4,3 à 3,3% en avril. Donc aujourd'hui, ce qui devrait donc ce qui devrait être le catalyseur de marché, encore une fois, hein, ça devrait être l'actualité concernant l'escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, mais également l'IPC américain qui sera la publication la plus importante de la séance, et on prendra connaissance également de plusieurs discours de banquiers centraux, notamment Patrick Harker, James Bullard à 15 et 16 heures, et Amester de la Réserve fédérale américaine également. Donc un calendrier économique qui semble plus chargé que la veille, mais ce qui sera principalement attendu, ce sera ces fameux IPC aux États-Unis à partir de 14h30 et qui seront suivis, et par la suite donc ces discours de banquiers centraux de la Réserve fédérale américaine, mais également donc une publication d'entreprise, c'est Duke Energy, qui nous fera part de ses résultats avant l'ouverture des marchés américains. Et fait important, fait marquant selon FactSet, 86% des entreprises du S&P 500 qui ont d'ores et déjà dévoilé leurs résultats du premier trimestre vendredi dernier, ont affiché une moyenne de leurs bénéfices en repli à hauteur de 13,6%, donc des résultats d'entreprise en repli, ce qui semble clairement logique, hein, au vu du confinement et de la situation actuelle. Donc voilà pour le calendrier économique. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Peut-être avant cela, une petite parenthèse, hein, nous allons nous y intéresser de toute façon plus dans le détail. Devant vous, une représentation graphique du gold, représentation graphique issue de Bloomberg, le gold en données hebdomadaires, avec justement un gold très exactement à 1700 $ l'once. 1700 $, hein, c'est le niveau de l'apex du triangle symétrique, et un triangle symétrique visible sur Bloomberg en données hebdomadaires. On le voit clairement, voici la borne supérieure et voici la borne inférieure. Donc un triangle symétrique clairement évident qui se dessine au fur des séances et qui semble faire l'unanimité. Seule question, par où va s'effectuer la sortie de ce triangle symétrique, étant donné qu'un triangle symétrique ne nous indique pas le sens de la sortie, inversement à un triangle rectangle qui sortira de par sa borne horizontale. Ceci étant dit, nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Donc une fois de retour sur la plateforme Xstation 5, nous allons nous intéresser aux indices boursiers et nous allons débuter par le DAX en données hebdomadaires. Le DAX qui semble invalider ici le franchissement des 10 900. Ce palier de Kijun pourrait être la résistance qui a mis une fin à ce rebond, car visiblement nous sommes en train de l'invalider, hein. Nous avions testé l'oblique haussière précédemment lors de la dernière semaine du mois d'avril. La semaine précédente a vu une résistance justement sur ce palier de Kijun, et au cours de cette semaine, nous sommes en train d'invalider ce franchissement. Aux États-Unis, la résistance, notamment sur le Dow Jones en données hebdomadaires, est représentée par les 24 400 points. Plus largement, hein, nous avons un niveau à 25 000 que le Dow Jones ne devrait pas parvenir à franchir au vu des conditions et au vu des perspectives actuelles. Cependant, le Dow Jones n'est pas allé jusque-là et s'est vu freiner aux alentours des 24 400 points et repart à la baisse en direction de sa Kijun sur les 23 880. On passe à présent sur des données journalières. On va débuter par les indices européens avec des résistances clairement évidentes ici. Sur le DAX, une résistance en particulier, c'est ce palier de SSB, 10 887. Nous l'avons retrouvé ici, grosso modo, hein, c'est quelque peu avant la Kijun. Donc cette résistance est matérialisée par une SSB. Je vous rappelle que la SSB, c'est notre haut de nuage. Le nuage est composé de la SSB qui représente la borne supérieure ici et la SSA qui représente la borne inférieure. L'écart entre les deux, c'est ce fameux cloud, ce nuage. Alors actuellement, la résistance, c'est notre SSB, donc les 10 890, 10 887.
Le CAC 40, lui, en données journalières, n'est pas allé jusqu'à sa SSB et a une résistance ici qui est matérialisée par sa Tenkan, les 4500, 4530. Alors, sans plus tarder, nous allons passer sur de l'intraday. Nous allons switcher directement sur le CAC 40. Le CAC 40, donc, qui est venu tester son oblique haussière. Alors, souvenez-vous, hier, le signal de vente nous aurait été fourni de par un franchissement justement de cette oblique haussière, une oblique haussière qui a servi de point de rebond pour le CAC 40 qui est allé se rapprocher des 4500 points. Tant que le CAC 40 se situe au-dessus de cette oblique haussière, les perspectives restent toujours haussières. Des perspectives haussières qui seraient renforcées ici sur le CAC 40 en cas de franchissement des 4500 points. Des perspectives haussières qui vont se renforcer davantage en cas de franchissement des 4510, soit ce palier de Kijun. Donc clairement, malgré un test de l'oblique haussière, les perspectives restent clairement haussières pour le CAC 40 tant que nous ne passons pas en dessous de celle-ci. Attention à tout franchissement des 4500 points, un franchissement qui pourrait ne pas survenir, hein, car visiblement le CAC 40 est actuellement en train de se retirer, donc un signal qui nous sera donné uniquement en cas de franchissement de cette oblique pour aller chercher les 4427 dans un premier lieu. En revanche, un franchissement des 4500 points nous propulserait à la hausse en direction des 4500, en direction des 4550 points. Nous allons à présent nous intéresser au DAX. Donc souvenez-vous du DAX en données journalières qui est borné par cette SSB, par les 10 887. En données H4, à noter que le DAX a d'ores et déjà franchi F3. Donc c'est un signal de vente ici sur le DAX. Le DAX est en avance par rapport à son homologue français. En données intraday, en données H1 cependant, à noter qu'à l'image du CAC 40, le DAX ne donne toujours pas son signal en données H1. Le DAX est allé rebondir sur cette oblique haussière. Nous allons donc privilégier cette unité de temps avec pour première résistance la ligne de force NT, les 10 800, les 10 860 pour le DAX. Donc des perspectives qui restent haussières tant que le DAX évolue au-dessus de cette oblique qui rallie les différents creux. Et à noter qu'en cas de franchissement de cette oblique, on pourrait aller rallier les 10 524 sur le DAX allemand, dernier rempart avant les 10 425 très exactement. Donc un signal de vente qui nous sera donné en cas de cassure de cette oblique haussière. Cela donc nous ramènerait sur des perspectives baissières pour aller chercher les alentours des 4000, des 10 470. En revanche, un franchissement ici de cette zone de résistance composée de la ligne de force V et de la ligne de force NT renforcerait les perspectives haussières en direction des 11 027. Donc voilà pour le DAX allemand. Nous allons à présent nous intéresser aux indices américains en données intraday. La configuration est similaire. Nous sommes allés tester l'oblique haussière qui rallie les différents creux sans parvenir à la franchir. Nous sommes bornés à la hausse par une résistance qui représente une ligne de force ici CNT, les 24 063. Nous allons ajouter Ishimoku en vue d'avoir un repère. Nous sommes à l'intérieur du nuage, un nuage qui devrait freiner cette hausse. Donc attention tout de même, si on repart tester ici cette oblique haussière, cela viendrait de pair avec une sortie du nuage par le bas. Donc cela pourrait renforcer les chances d'un franchissement, d'une cassure par le bas pour aller chercher dans un premier temps ici le premier support à 23 750 environ, avec un support intermédiaire tout de même à 23 811. Donc on va aller chercher des paliers d'SSB en cas de franchissement, en cas de cassure de cette oblique baissière avec pour ultime target ici les 23 515 avant d'aller chercher peut-être les 23 250. Donc voilà pour le Dow Jones, le S&P 500 également toujours au-dessus de son oblique haussière. Donc toujours des perspectives haussières pour le S&P 500, à marquer tout de même qu'il est à l'intérieur du nuage à l'image du Dow Jones et également capé par une ligne de force V et cette fois ce sont les 2915 points.
seul le Nasdaq qui est largement à l'avance, hein. Je vous le rappelle, voici le Nasdaq en données journalières, c'est un graphique qui fait sourire, hein. Nous sommes sur les niveaux de début février 2020, alors que l'économie n'a absolument rien à voir. L'économie mondiale n'a absolument rien à voir. Le nombre de chômeurs n'a absolument rien à voir, mais le Nasdaq est visiblement à ce niveau-là. Donc, un Nasdaq qui est au-dessus de son nuage, inversement aux autres indices, hein, je vous le rappelle. Donc le Nasdaq, lui, est au-dessus de son nuage avec un support qui est représenté par ce palier de Kijun, les 9230. Attention à tout franchissement d'NT, on pourra aller chercher V à 9358. Cependant, tout franchissement ici, donc notre point de repère pour le Nasdaq, ce sera notre Kijun. Tout franchissement de la Kijun nous permettrait d'envisager peut-être un franchissement de notre nuage pour aller chercher ici F3. Car souvenez-vous, concernant Nasdaq, F3 est en train de soutenir la hausse, hein. Nous avons donc ces speedlines qui ont débuté le 23 mars 2020. Nous n'avons toujours pas franchi F3 concernant le Nasdaq. Seul un franchissement d'F3 nous permettrait de passer sous la barre, sous le seuil psychologique des 9000 points. En revanche, si on venait à franchir NT, si on venait à franchir les 9280, ce serait pour aller chercher les 9360, c'est-à-dire la prochaine ligne de force B. Voilà pour les indices boursiers. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché des matières premières avec le gold qui est toujours à l'intérieur donc de son triangle symétrique. Et donc ici, les différents scénarios sont matérialisés devant vous. Un scénario haussier en vert, un scénario baissier en rouge. En vert, c'est en cas de sortie par le haut, ce serait pour aller chercher les 1820 ici. C'est simplement l'objectif théorique que j'ai obtenu en dupliquant la hauteur de ma figure. Donc ici, ces deux lignes correspondent très exactement à la hauteur de ma figure. Donc en répliquant cela et en le plaçant au niveau de l'hypothétique breakout, donc de l'hypothétique sortie de la figure, j'arrive à avoir mon objet, ce que l'on appelle l'objectif théorique, donc l'objectif qui devrait être atteint par les cours en cas de sortie du nuage, en cas de sortie pardon de ce triangle symétrique. Donc une sortie par le haut nous ramènerait permettrait au gold d'aller rallier les 1820 $ l'once. En revanche, une sortie par le bas nous rapprocherait de l'apex du précédent triangle symétrique, hein. Souvenez-vous, ce triangle symétrique avait un apex à 1567 $. L'apex a joué son rôle, a joué son rôle de support et de résistance. On est allé le chercher par la suite. C'est ce qui nous a permis l'impulsion qui nous a ramené au niveau actuel. Nous avons un apex à 1700 $ actuellement pour le triangle symétrique en cours de formation. Donc voilà pour le gold qui est toujours en train de travailler à l'intérieur de sa figure chartiste. On attendra une cassure franche d'une des bornes supérieures ou inférieures de cette figure chartiste en vue de valider un signal pour aller chercher un des objectifs théoriques. En données H4, on peut également déceler ici, on peut déceler ce triangle symétrique, on peut même s'amuser, si je puis dire, à mettre à jour cet éventuel N baissier qui, pour l'heure, pourrait nous donner une indication en cas de franchissement des 1706. Donc si on s'affranchit des 1706 en cours de séance, cela renforcerait la probabilité d'aller tester la borne supérieure et donc la probabilité de sortir par le haut de ce triangle, car je vous le rappelle, nous ne sommes pas parvenus après avoir testé la borne supérieure, à aller tester la borne inférieure. Donc cela nous indique peut-être une sortie par le haut, ce qui nous empêche encore une fois d'aller tester la borne inférieure de ce triangle symétrique. C'est notre nuage Ichimoku en données H4. Ceci étant dit, nous allons passer sur le pétrole, le WTI qui est de retour sur cette fameuse zone, peut-être la nouvelle zone d'équilibre pour le pétrole WTI aux alentours des 25 $. Et donc l'annonce de l'Arabie Saoudite n'a eu qu'un effet temporaire sur le pétrole qui a besoin de construire un socle en vue de construire également une tendance haussière durable, une tendance haussière qui à long terme permettrait de rééquilibrer les budgets de certains pays producteurs, car la plupart des pays producteurs seront incapables de rééquilibrer leur budget sous 60 $, d'autres ont besoin d'un baril à 40 $. Donc ce sont des niveaux qui vont être atteints, certes, sur le long terme, mais avant cela, il pourrait y avoir quelques turbulences sur le marché pétrolier. Alors,
On ne va pas assister au même scénario que celui que nous avons pu assister suite au problème de stock à Cushing aux États-Unis, ce qui a renvoyé les cours du contrat WTI Front-Mont en territoire négatif, très exactement à moins 37,50 $, proche des moins 40 $. C'est une situation qui ne devrait pas se reproduire. Il faut savoir que plusieurs fonds d'investissement pétroliers, des ETF pétroliers, dont USO, et un autre également, hein, ont décidé de répartir leur exposition sur plusieurs contrats à terme, sur plusieurs échéances différentes, au lieu de s'exposer uniquement sur le front-mont. Cela devrait permettre d'éviter la situation que nous avons connue précédemment, une semaine avant le settlement, une semaine avant l'arrivée à échéance du contrat front-mont. C'est une semaine au cours de laquelle il y a beaucoup de mouvements erratiques et il y a eu un manque de liquidité, ce qui a expliqué la difficulté de, par exemple, USO, de switcher, de passer sur d'autres contrats à terme. Et donc USO qui est resté bloqué sur certaines positions acheteuses sans parvenir à les déboucler, car sur ce marché-là, sur le marché des contrats à terme, pour déboucler une position à l'achat, on ne clôture pas la position, mais on vend un volume équivalent de ce que l'on a en portefeuille à l'achat. Donc voilà pour ce rapide topo sur le marché pétrolier. Alors, ce que je pourrais vous proposer dès demain, voire au plus tard après-demain, une vidéo spéciale pétrole. Encore une fois, on pourrait faire éventuellement une mise à jour. Donc, je vous fournirai cela demain en cours de séance. Donc, voilà pour le pétrole WTI. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange, sur le Forex avec un dollar index qui est parvenu à sortir de son nuage par le haut. Alors aujourd'hui, donc après être allé chercher sa résistance, le dollar index se retire. Le dollar index donc qui se retire. Attention, car très difficile hein, par rapport aux perspectives haussières. On pourrait aller se replier pour aller chercher ce niveau de palier de Kijun. Pourquoi? Car nous avons une lagging span qui vient s'embourber ici avec plusieurs obstacles en vue. Ce qui vient remettre en question la possibilité d'une impulsion haussière en vue d'aller chercher la borne supérieure du canal haussier sur le très court terme. Il y aura peut-être un peu plus de travail, un repli, aller chercher un support avant d'aller se permettre d'aller chercher la borne supérieure de ce canal haussier. Un canal haussier qui, je vous le rappelle, euh, qui encadre les cours du dollar index depuis le mois de septembre 2018, hormis hein, ces sorties, cette première sortie par le bas et cette sortie par le haut que nous avons connue plus récemment sur le billet vert. Et donc cette stabilité sur le billet vert, cette hausse qui s'est suivie par un retrait se matérialise également par une certaine stabilité sur la paire euro-dollar, une paire euro-dollar qui parvient tout de même à se maintenir sous la zone de résistance des 1,0820, 1,0830. Nous allons ajouter Ishimoku à cela pour plus de clarté. Et donc, visiblement ici, des perspectives qui sont tout de même baissières. Hein. Donc, tant que nous sommes sous les 1,0820, 1,0830, mais il faut garder à l'esprit la configuration ici, la configuration notamment Ishimoku du dollar index. On pourrait assister à un repli qui pourrait permettre à l'euro-dollar de repartir à la hausse pour tenter d'invalider cette sortie par le bas. Donc, pour le moment, des perspectives qui pourraient être haussières en cas d'un franchissement des 1,0820. On pourrait aller chercher éventuellement les 1,08 72. L'USD CAD reste toujours incertain. L'USD CAD est corrélé, je vous le rappelle, au pétrole et évolue dans un range depuis plusieurs séances maintenant, un range qui est délimité en borne supérieure par la ligne de force NT, les 1,3850 et une borne supérieure à 1,41 62. Donc pour l'heure, nous tentons de rallier justement la borne supérieure, mais cela devrait venir de pair avec un repli des pétroles. Donc seul un repli des pétroles permettrait ici à l'USD4 d'aller chercher les 1,41 62. En revanche, une reprise du pétrole, une reprise peut-être même durable, permettrait ici à l'USD4 de s'affranchir d'NT et donc de valider ce N baissier qui pourrait permettre d'aller chercher ici cette oblique haussière qui rallie les différents sommets depuis septembre 2017. Donc pour cela,
pour que ce scénario se réalise, il faudrait une réelle reprise de l'or. Concrètement, il faudrait des pétroles. Alors, on repasse sur le pétrole très rapidement. Pour cela, il faudrait que le WTI vienne se stabiliser, vienne trouver une nouvelle zone d'équilibre, si je puis dire, aux alentours des 30 $. Donc, ce serait la condition pour que l'USDK d'ici vienne s'affranchir de la ligne de force NT pour aller chercher ce cluster de lignes de force composé de la ligne de force V et la ligne de force N, plus largement le seuil psychologique des 1,35. Donc c'est l'objectif pour le SDCAD à terme, un objectif qui devrait être atteint en cas de reprise des cours du WTI, notamment aux alentours des 30 $. Je vous rappelle encore une fois la corrélation entre le pétrole et l'USDCAD que l'on peut constater ici graphiquement. Donc un repli de l'USDCAD qui ne pourrait se réaliser qu'en cas de reprise du pétrole. Voilà, donc ici concrètement ce que l'on peut en tirer, seul un retour vers les 30 $ ici pour le pétrole permettrait à l'USD4 d'aller rallier les 1,35. Nous allons passer à présent sur le GBP-USD, un GBP-USD qui reste toujours en range également. La borne supérieure correspond au niveau des 1,26 avec une borne intermédiaire, un niveau médian à 1,2475. On attend le franchissement de ce niveau médian pour aller chercher la borne supérieure et nous avons également un N haussier ici, mais nous allons rester patients, nous allons attendre le franchissement des 1,27 et nous allons tenter d'aller chercher ici les 1,2983 en cas de franchissement des 1,27. Pour l'heure, nous sommes à l'intérieur d'un range. La stratégie dans un range consisterait à acheter la borne supérieure. Ce sont des stratégies, la borne inférieure, pardon, ce sont des stratégies très court terme avec pour objectif le niveau médian. Et en cas de franchissement du niveau médian, encore sur du court terme, on peut aller acheter davantage, renforcer son achat pour aller chercher la borne supérieure. Sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Comme vous avez pu le constater, cela fait 2 jours que les problèmes de son ont été réglés. Ce micro semble répondre aux attentes. Alors, on a eu pas mal de difficultés dernièrement pour les Good Morning Market, des problèmes techniques principalement, hein, d'où le manque de régularité du Good Morning Market. Certains jours, il n'y a pas eu tout simplement hein, de Good Morning Market, mais l'activité reprend et nous allons continuer comme précédemment maintenant que nous avons donc ce micro qui fonctionne correctement. Donc, je m'excuse hein, pour ces différents aléas, ces problèmes techniques. Tout devrait reprendre son cours normal. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.